L'hypnose rime avec dissociation psychique, état modifié de la conscience. L'origine des recherches sur l'hypnose est probablement thérapeutique. On cherche à soigner. Franz Anton Mesmer, médecin allemand, fut en 1773 le premier à tenter d'expliquer le phénomène hypnotique. Sa théorie du magnétisme animal, encore appelée mesmérisme, est considérée comme le précurseur de l'hypnose moderne. Il y décrivait l'existence d'un fluide magnétique universel dont on pouvait faire une utilisation thérapeutique. La suite, ce sera, entre autres, la psychanalyse, la psychiatrie, Charcot, Freud. Après ces succès viendront les procès de l'hypnose, considérés parfois par les psychanalystes eux-mêmes comme une fabrique de faux souvenirs. Et pourtant, l'hypnose ne peut-elle pas permettre de faire ressortir des traumatismes enfouis dans l'inconscient et plus accessibles à la mémoire? C'est particulièrement vrai en matière de traumatisme sexuel. Nous en parlerons. L'hypnose se voit aussi prêter des pouvoirs quasi magiques, à tort ou à raison, d'influence sur les foules. L'ingénierie sociale ne s'apparente-t-elle pas parfois à de l'hypnose de masse? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, je reçois ce soir sur GPTV Actu Isabelle de Cocheco, psychologue clinicienne, hypnothérapeute. Alors nous nous retrouvons tout de suite après ça. Voilà, vous n'oublierez pas, même si je ne l'ai pas à portée de main, en tout cas pour l'instant, le magazine de géopolitique profonde, c'est celui de la rentrée, le 16e. Vous y avez tout un tas d'articles, d'approfondissements, d'auteurs que vous appréciez tout particulièrement, évidemment. Et parmi ceux-là, voilà, eh bien, vous pouvez retrouver, j'ai mon pense-bête, géostratégie par exemple. Tiens, un certain Dimitri de Cocheco, ça me dit quelque chose. OTAN Russie vers un conflit mondial. Ou encore macroéconomie Andy Busaglia, détérioration sans précédent. Je pense qu'on l'a constaté qu'il y a eu une détérioration économique majeure en ce moment dans notre pays. Si vous voulez tout savoir sur ce qui a été écrit pendant l'été et qui n'a jamais autant d'actualité, le mieux c'est encore de s'abonner au magazine de géopolitique profonde. Je me tourne tout de suite vers mon invitée, Isabelle de Cocheco. Eh bien, bonjour Isabelle et bienvenue dans cette séquence de géopolitique profonde Actu. Puisqu'il y a une actualité de l'hypnose, entre autres. Je le disais, vous êtes hypnothérapeute, psychothérapeute aussi par la même occasion. Et oui, bien sûr. Parce que souvent l'un va avec l'autre. Alors, même s'il y a, c'est vrai, un territoire du spectacle et de la magie dans l'hypnose, pas seulement un versant thérapeutique. Absolument, parce qu'en fait, l'hypnose, ça a commencé comment ? Ça a commencé avec l'homme, avec l'être humain. Alors. L'hypnose, puisque ça fait partie des modalités du fonctionnement psychique. L'hypnose, alors, si on veut essayer de définir, c'est un état modifié de la conscience, où la personnalité, disons, se dissocie un peu. Mais des états un peu semblables à l'hypnose seraient, par exemple, l'endormissement, l'attention volontaire très très forte, ou quand on pense à autre chose. Par exemple, quand vous conduisez une voiture, vous réfléchissez à autre chose. Vous arrivez à bon port, mais vous savez à peine comment vous avez conduit, comment vous avez évité les autres voitures, etc. Votre esprit était attaché à quelque chose que vous vouliez, à laquelle vous voulez penser. Donc l'hypnose, c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette faculté qu'a l'esprit humain, et certainement l'esprit animal en général, de pouvoir se dissocier. On peut hypnotiser un animal ? Ah, absolument. On hypnotise par exemple des poules. Par exemple, si on met une poule à l'envers, elle reste comme ça complètement figée. Parce qu'elle n'a plus tous ses repères et elle... Oui, c'est très... Mais alors on n'a pas besoin d'utiliser un pendule et puis... Absolument pas, non. Il suffit simplement de changer en fait l'environnement de la poule pour qu'elle soit hypnotisée. C'était des expériences qui étaient assez connues, effectivement. Mais alors comment en arrive-t-on, Isabelle de Cocheco, à cet état hypnotique? Parce que je crois qu'il n'y a pas une méthode, il y en a une multitude. Bien sûr, c'est justement pour ça que l'hypnose, elle est en même temps thérapeutique, mais elle est utilisée aussi par d'autres instances. Par exemple, on pourrait dire que quand on médite profondément, on pourrait dire que c'est de l'hypnose. D'ailleurs, les ondes cérébrales sont apparentées, c'est les ondes θ qui sont apparentées au... Comme en état d'hypnose. Comme en état d'hypnose. C'est-à-dire qu'on s'endort pas, on est conscient, mais on est
concentré, on est centré sur quelque chose de particulier, de précis. Et c'est ça que vous faites avec votre pendule ou en disant regardez la spirale. Vous n'avez pas de pendule Non. Ou alors la voix parce qu'on se concentre sur un élément. Alors, si on en vient à la méthode... Ah oui, ça m'intéresse. Parce qu'on aurait pu parler de l'hypnose sur d'autres sujets que le sujet thérapeutique, mais on va y revenir. Oui. On peut faire Donc, des allers-retours. moi, j'utilise en général le corps. C'est-à-dire le fait que la personne soit dans un environnement. Je lui fais observer l'environnement de la pièce, par exemple. Il ferme les yeux. Et puis ensuite, il se souvient de l'environnement. Et à partir de l'environnement, c'est-à-dire les bruits, c'est-à-dire l'atmosphère, la chaleur, etc. C'est-à-dire se centrer vraiment sur ses sensations. Et à partir de l'environnement, il va se centrer peu à peu sur son propre corps. C'est un petit peu comme dans le yoga, si vous voulez. On utilise aussi les sensations du corps dans le yoga. Donc, utiliser les sensations corporelles et ensuite associer d'autres sensations ou d'autres images. On peut passer des sensations corporelles Merci, guidé. Aux images. Au début, je guide, je fais une induction qui est guidée comme ça. Mais j'ai des collègues qui font autrement. Et on peut tout à fait, par exemple, des inductions connues sont par exemple le comptage de 10 à 1, ou bien d'imaginer un paysage et puis on se promène dans le paysage et il y a des petites bornes et ou alors descendre dans les marches d'une maison, par exemple, ou d'autres choses. Il y a plein d'autres possibilités. Moi, j'ai ça parce que je pense que l'hypnose est très très liée à tout le ressenti physique. Tout le ressenti émotionnel aussi, ce qui est attaché au physique. Donc j'utilise le corps parce que c'est un bon moyen d'entrer dans l'état d'hypnose, et assez rapide en plus. Ça marche tout le temps, justement, c'est assez rapide? Écoutez, c'est assez rapide. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh, je pense que je ne vais pas y arriver ». Et en fait, ils passent insensiblement d'un état à l'autre parce qu'il faut y aller tout doucement. Et alors on ne s'en souvient plus après de bien sûr que si, on se souvient. Dans l'hypnose. Mais on se souvient de tout. Enfin, en tout cas, dans l'aspect thérapeutique. Parce que l'intérêt de l'hypnose de type thérapeutique, c'est que la personne, je dirais, rejoint ses émotions, rejoint tout ce qui se passe au niveau physique, parce que le corps parle. Le corps, il réagit. Donc, la personne... L'intérêt de la thérapie, c'est que la personne vive ses émotions de façon consciente. Et soit même étonné de ce qui surgit à ce moment-là. Combien de gens j'ai qui se mettent à pleurer, qui se mettent à trembler, qui se mettent à avoir des spasmes, qui se mettent, le corps, ou alors qui pensent que leur estomac, par exemple, ou leur ventre est un grand trou noir. Vous voyez, il y a des sortes de distorsions du corps comme ça, et qui ont des significations. C'est ça qui est intéressant, c'est les significations. C'est pas tant faire revivre les choses que leur donner une signification ou leur faire ressurgir la signification profonde. Il y a le second temps de la signification, c'est-à-dire d'abord on met la personne dans un état d'hypnose. On met la personne dans un état et ensuite on en a discuté avec la personne avant, c'est-à-dire que ça se passe en 3 temps une séance. Oui. C'est-à-dire il y a d'abord une discussion où on demande à la personne, on discute avec la personne, savoir ce qu'elle voudrait explorer en quelque sorte. Il y a l'hypnose proprement dite avec ce qui est vécu, parce que c'est vraiment une reviviscence. Et ensuite, il y a un troisième moment qui est, on rediscute de ce qui s'est passé et la personne, en fait, redit des choses qui se sont passées pour elle qu'elle n'a pas forcément dites lors de la séance. Parce que dans la séance, les gens ont quand même un débit, en général, plus lent. Ah oui. Il y a des longs temps d'introspection, en quelque sorte, où la personne vit les choses. Oui. Donc, moi, je suis là, je relance un petit peu, je demande ce qui se passe là, ou bien est-ce qu'on peut aller là, ou est-ce qu'il peut déployer telle ou telle chose. Et donc, dans ce troisième temps, la personne va me redire vraiment le détail de tout ce qui s'est passé pour elle. Et là, elle est sortie en état hypnotique dans ce troisième temps ? À la fin de la séance, on revient, la personne revient dans son corps, en quelque sorte, dans son corps socialisé, son corps ordinaire, je dirais, et sa conscience ordinaire. Et ensuite, dans le troisième temps, la personne, il y a une discussion, mais la personne est toujours très imprégnée de ce qui s'est passé dans la séance.
En général, une séance, au minimum, dure 1h30, ça peut durer 2 heures. Hein. Oui, c'est long. Oui, il faut prendre le temps. C'est pas les 15 minutes de la psychanalyse de Lacan. Non, c'est pas pareil. Moi, j'ai jamais pu faire ça. Je sais pas faire ça, même en thérapie ordinaire. Ils savent demander l'addition à la fin. Qu'est-ce que je voulais dire le bon docteur Freud, il a utilisé l'hypnose. Alors, il a utilisé l'hypnose à ses débuts, mais en fait, à son époque, l'hypnose était une hypnose directive, de type directif, c'est-à-dire vous faites ceci, vous ressentez ça, c'était directif, c'est-à-dire que c'était le thérapeute qui essayait non seulement d'induire, mais de forcer la personne à de la mettre en conditionnement, si vous voulez. Et alors, il y a eu des changements dans l'hypnose, et particulièrement à l'époque de Milton Erickson, c'est au XXe siècle, quoi. D'accord. Et Milton Erickson, lui, il a donné une autre méthode qui est une méthode beaucoup plus, non seulement douce, mais en laissant la part libre au sujet. C'est ça qui est important. Parce que ce qui est important, c'est non pas qu'on vous inculque quelque chose de force, mais c'est que la personne déploie ce qui est important pour elle. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est plus thérapeutique. Alors, Freud, lui, il avait vu que la méthode de type directif fonctionnait pas, et c'est comme ça qu'il a ensuite pensé que la méthode par association de mots et association d'idées était beaucoup plus florissante. Mais il a utilisé l'hypnose toute sa vie ou il l'a abandonné à un moment donné? Il l'a abandonné. Il l'a abandonné, oui, bien sûr. Mais au début, il avait fréquenté Charcot et les fameuses séances de Charcot à la Salpêtrière. Et oui. Ouais. Mais pour lui, c'est une porte d'accès vers l'inconscient. Même s'il savait qu'il y avait une sorte de gardien du seuil ou d'éléments protecteurs. Oui, mais en fait, on pourrait dire que le terme d'inconscient, il existait plus ou moins déjà, parce que, vous avez parlé de Mesmer, mais il y avait aussi, par exemple, le marquis de Puységur, qui était quelqu'un de très intéressant, et il a développé des choses qu'il apparentait au somnambulisme. Alors, il ne s'agit pas de somnambulisme, en fait. Il appelait somnambulisme, mais en fait, il mettait des personnes en état d'hypnose, et là, il s'était aperçu que la personne atteignait, je dirais, autre chose de sa personnalité. Par exemple, il y avait un jeune homme dont je ne me souviens plus le nom, c'est connu si on s'y réfère, un jeune paysan, etc. Il s'était aperçu en le mettant en état d'hypnose qu'il parlait des langues étrangères. Alors, est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que c'est pas de l'hypnose, ça? Pour moi, c'est pas de l'hypnose. C'est autre chose. On toucherait peut-être la même chose que ce que l'on touche en médiumnité ou que ce que l'on touche. Vous savez, moi ça m'intéresse donc je vous en parle, mais bien sûr. tout ce qui concerne les exorcismes et les choses comme ça. Eh bien, dans les exorcismes, on dit que le démon parle le démon latin. Parle les langues étrangères. Alors, il parle les langues étrangères. Donc, dans le somnambulisme du marquis de Puységur, il devait toucher des choses de ce genre-là. Mais je ne sais pas de quoi c'est fait. Mais pour moi, c'était pas que de l'hypnose. Et il avait un sujet qui était un sujet qui répondait particulièrement. Donc c'était peut-être une sorte de médiumnité. Alors ça, c'est intéressant, la médiumnité, parce que ça permet de faire un pont. J'allais vous dire, mais après tout, l'hypnose, ce n'est pas uniquement une thérapie, une science, c'est aussi un spectacle. On passe d'un Mesmer à un autre. On connaît le Mesmer actuel, qui est un magicien, en fait. Il y a cet aspect magique aussi dans l'hypnose. Alors, spectaculaire, d'ailleurs. Oui, alors l'aspect magique, c'est pas tant magique que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les hypnotiseurs on dit les hypnotiseurs de foire, mais les hypnotiseurs de spectacle, en fait, si vous regardez le spectacle, auparavant, avant de faire venir les gens sur scène, ils font ils demandent à tout le public de faire des choses, d'obéir à des injonctions qu'ils font. Et puis, en fait, ils remarquent les personnes qui sont les plus aptes à rentrer très facilement. Suggestibles, c'est oui, qui sont suggestibles, qui sont plus aptes à rentrer en état d'hypnose. Et c'est cela qui fait venir sur scène.
Et donc, il y a la magie, c'est quelque chose. Vous remarquerez que les hypnotiseurs de foire sont très, justement, autoritaires. Ils sont très rapides, ils sont autoritaires, etc. Donc, ils utilisent cette façon de faire, et ils utilisent aussi tout ce qui s'est passé auparavant dans la scène. C'est-à-dire que la mise en condition, elle commence pas sur le plateau, elle commence dès que les gens rentrent dans la scène. Et en fait, je dirais, pareil au niveau thérapeutique, je considère que les gens, non pas rentrent en état d'hypnose, mais sont déjà un petit peu conditionnés dès qu'ils rentrent dans mon cabinet. C'est un peu la même chose. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir à les faire. gens viennent pour quelque chose de précis. Ils viennent dans un lieu, en général, qu'ils ne connaissent pas, même s'ils le connaissent, ils savent que c'est là que ça se passe. C'est un peu comme une scène de théâtre, finalement. Donc, on retrouve un peu les mêmes mécanismes, sauf que le but n'est pas le même et la technique n'est pas la même non plus. Voilà. Dans l'hypnose thérapeutique, j'en distingue au moins deux. La première, elle est purement pratico-pratique. Ah, j'ai envie d'arrêter de fumer, oui. Je vais me faire hypnotiser. Et puis, il y a aussi la psychologie des profondeurs, et ça, c'est différent. Ça marche bien, l'aspect pratique. Alors, dans l'aspect pratique, il y a effectivement les histoires d'addiction. Ça viendra. Ça viendra. On va en parler. Les histoires d'addiction, de phobie, etc. Mais on peut très bien utiliser l'hypnose aussi, par exemple, dans le cadre des accouchements, des petites de la dentisterie. Ça évite les péridurales ou les anesthésies ? Absolument. Ah oui ? Absolument. Moi, j'essaierai pas de pour douleur. les dents. Pour vous, la péridurale. Non. Ça dépend de quoi vous faites opérer. On peut très bien. Absolument. Non, mais j'étais en train de penser aux accouchements. Oui, vous avez raison. Ça viendra peut-être, mais enfin bon. Mais oui, c'est même le prochain progrès social qui arrive. Bon, restons un peu sérieux. Oui. Oui, en ce qui concerne, par exemple, la douleur, on peut baisser vraiment la tolérance à la douleur considérablement. Enfin, l'augmenter. Oui, l'augmenter, pardon, excusez-moi. Oui. Donc, il y a les possibilités de douleur. On peut même changer les sensations. C'est-à-dire que si on vous met en état d'hypnose et qu'on vous dit, par exemple, que vous mettez votre main sur un feu brûlant, vous ressentirez le feu et vous retirerez votre main. Ouais. Vous pouvez être paralysé. Et inversement, ceux qui marchent sur des braises et autres, est-ce qu'ils le font en état d'hypnose ? Alors je pense qu'ils le font dans un état... Alors il n'y a pas que l'état d'hypnose, parce qu'il semblerait, moi j'avais vu des choses là-dessus, ils préparent quand même leurs pieds, etc., avec des substances particulières pour permettre que ça... Oui. Mais ils sont dans un état d'excitation, vous savez, par l'excitation, par la musique, par la fête, etc. Parce que l'hypnose, elle est pas uniquement faite avec des injonctions, etc. Elle peut être faite, par exemple, lors de concerts. Il suffit de musique, il suffit de roulement de tambour, il suffit de choses comme ça, d'excitation. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre les gens en état d'hypnose. C'est pas que des injonctions verbales, c'est ça que je veux dire. On dit pouvoir mettre en état d'hypnose avec certaines musiques, certaines fréquences. Absolument. On va dire presque le tam-tam, on peut se dire. Absolument. Tout ce qui d'ailleurs va concerner, je dirais, le chamanisme. Il y a de l'hypnose. Bien Mais sûr. est-ce que c'est pas de la médiumnité ? Quelle est la frontière entre les deux ? Alors, là, on pourrait dire que l'hypnose est l'état hypnotique. La médiumnité, c'est peut-être autre chose. Il y a un autre mécanisme qui s'opère, si vous voulez. L'hypnose, on se met dans l'état hypnotique, une sorte d'état de dissociation psychique, justement. C'est ce que j'expliquais. Ou un état où on est au bord, par exemple, de l'endormissement. Mais c'est pas de l'endormissement, c'est pas la même chose. Mais enfin, on peut être dans un état où on n'est pas complètement socialement attentif à tout. La médiumnité, c'est autre chose, ça existe. Et il y a des gens qui... il leur arrive de l'information. Il leur arrive de l'information qui n'est pas leur information. Voilà. Alors, soit ils se branchent sur quelque chose, soit quelquefois, il y a des choses qui arrivent de façon spontanée, en quelque sorte, auxquelles ils ne s'attendent pas. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre.
Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.